Réfugiés, migrants, déplacés, solitude en exil, c'est très vaste. Mais ça nous permet, comme le professeur l'a dit, de poser des questions sur qui nous sommes et comment nous vivons. Pour mon intervention, il y a deux aspects. D'abord, rappeler ce que les Nations Unies nous disent par rapport à ce que nous pouvons comprendre. Qu'est-ce qu'un migrant, un réfugié, un déplacé? Mais moi, je m'appesantis sur l'aspect psychopathologique par rapport à des situations concrètes du terrain. Et peut-être les questions vont me permettre d'explorer davantage. Et je vous remercie. Un matin, au réveil, on nous a fait comprendre que nous sommes dorénavant 1 milliard de voisins. Et on parle de villages planétaires, de maisons communes planétaires, selon Badier et Vidal. Force nous est cependant donnée de constater qu'il y a voisins et voisins. Il y a des voisins oubliés, des voisins isolés, exclus. Bref, des voisins sans voix. Et nous pensons à tous ces voisins qui se retrouvent dans la condition ou qui partagent le quotidien d'un réfugié, d'un migrant, d'un déplacé, d'un demandeur d'asile et autres. On rappelle, cette année 2026 marque le 20e anniversaire de la crise migratoire partie des côtes du Sénégal, où des jeunes scandaient Barça et Barça. Et dans leur langue là-bas, ça veut dire Barcelone ou bien la mort. Pour contourner le blocus sur la mer Méditerranée, ils ont pris l'expérience de passer par les îles Canaries pour rejoindre l'Espagne. Et cela a fait des milliers de morts. Et nous sommes au 20e anniversaire cette année 2026. En effet, les situations de réfugiés, de migrants et de déplacés ne datent pas d'aujourd'hui. Mais ce sont les incidences et les prévalences qui posent problème. Et ça a une proportion inquiétante à l'heure des grandes mutations sociétales, des guerres hybrides, du dérèglement climatique et de la montée en puissance de l'imaginaire migratoire. Dans le but d'harmoniser la compréhension de diverses réalités tant démographiques et géopolitiques, dans le but de justifier et de définir des cadres d'intervention humanitaire, certaines institutions internationales comme l'UNICEF, le HCR, l'OIM, l'OMS s'accordent autour d'une convention lexicale dynamique. Après une clarification conceptuelle, nous ferons brièvement un état de la question. Nous évoquerons quelques aspects de la souffrance psychologique liée au phénomène, puis nous retiendrons quelques leçons avant de boucler la boucle de notre intervention. Clarification conceptuelle, nous laissons de côté tout ce qui est étymologie, voilà. Et nous prenons directement ce que nous proposent les Nations Unies pour définir le réfugié, le migrant, le déplacé. Selon les Nations Unies, le réfugié, on qualifie de réfugié une personne qui fuit son pays d'origine dans un but d'échapper à un réel danger. Et cette définition remonte à la Convention de 1951. Et pour le Haut Commissariat des réfugiés, il faut 4 critères. D'abord, il faut franchir physiquement la frontière internationale de son pays. Et pour avoir une crainte fondée sur la persécution, il faut avoir des raisons liées à la race, à la religion, à son opinion ou bien à son appartenance. Et il faut dire que l'intéressé ne se sent plus en sécurité dans son pays d'origine. Et le HCR élargit cette définition aux situations de violence généralisée et autres troubles dans le monde. Le migrant, on parle du migrant par rapport à un changement de résidence pour une durée variable. Celui qui quitte un territoire est appelé immigrant et celui qui arrive est appelé immigrant. Les raisons d'un tel déplacement peuvent être sociales, économiques, personnelles ou en lien avec une crise, des conflits naturels. Il y a également, selon Badier, ce qu'on appelle la migration du voisinage.
c'est cette transhumance frontalière basée sur un héritage socioculturel commun. En Afrique de l'Ouest, on peut parler des pays Haoussa. Où sont les Haoussa? Ils sont partout en Afrique de l'Ouest. Ils appartiennent à quel pays? À quelle nation? Le pays Yoruba, le monde Yoruba. On peut dire, est-ce qu'ils sont au Nigeria? Mais on les trouve au Bénin, on les trouve au Niger, on les trouve un peu partout au Togo. Alors, un peuple divisé par la frontière artificielle. Et je me souviens, au Bénin, entre Ilakondi et l'autre côté Agoué, du côté du Togo, il y a la maison qui sépare deux pays. La porte d'entrée, c'est dans un pays, la fenêtre de sortie, c'est dans un autre pays. Quand tu te lèves le matin, tu appartiens à quel pays? Tu es togolais, mais tu es béninois. Et on voit ça avec Aflao, au Ghana, Lomé, Aflao, la frontière. Agoué, à Ilakondi, pour le Togo et le Bénin, et à Sémé. Badagry, entre le Bénin et le Nigeria. Et on voit que cette immigration de voisinage, ça fait que tout le temps, il y a des mouvements. Les déplacés, il s'agit de quelqu'un qui quitte son foyer ou son milieu de vie à cause de conflits, de catastrophes, sans pour autant franchir une frontière internationale. Une telle personne se sent étrangère dans son propre pays et dans sa région à cause d'une situation jugée insupportable. Lorsque les groupes armés s'emparent d'un espace et en chassent la population, lorsqu'il y a un incendie criminel, lorsqu'il y a une inondation, les victimes relocalisées pour une durée variable deviennent des déplacés internes. Les gens s'installent dans le provisoire. L'incertitude du lendemain hante les pensées. Ils espèrent toujours un retour à la normale et personne ne sait jamais quand que ça va être possible. Et en Afrique, par exemple, il y a de plus en plus de camps, de sites de déplacés internes. Dans la République du Soudan, au Soudan du Sud, en RDC, la province de l'Est, au Kenya, en République centrafricaine, dans le Tchad, le Cameroun, dans la zone frontalière avec le Niger, les séparatistes, au nord avec le Tchad, avec les Boko Haram, il y a tout ça. Les déplacés environnementaux, ce sont les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs. Le cas de disparition des îles dans le Pacifique, dû à la montée des eaux, oblige des populations à partir ailleurs pour la survie. Le milieu environnemental de naissance disparaît de la carte du monde sous les eaux. Les tombes des ancêtres, les êtres chers, disparaissent au fond de l'eau. Cela crée une souffrance réelle. La solitude, c'est un état d'isolement subi ou choisi. Un état de manque de connexion sociale significative. Mais nous retenons ici aujourd'hui l'isolement subi dans son déploiement. Et il est vécu en général comme une souffrance. Solitude et exil, c'est comme un pléonasme dans le cas. L'exil étant inclus dans la solitude subie. Et dans tout état d'exil, il y a une situation, une notion de rejet, de l'éloignement et du déracinement. C'est un manque existentiel. Badier dit, je cite, « Les migrations vont donc se poursuivre, quelles que soient les politiques étatiques développées. Il s'agit d'un mouvement lent et continu, mu par des facteurs structurels qui accompagnent l'évolution du monde. » Il faut noter également que le vocable migrant est plus englobant que réfugié. Pour Marc Royer, anthropologue, il souligne l'opposition entre le lieu et le non-lieu. Pour lui, le lieu désigne l'espace où les relations sociales sont visibles, derrière des règles de résidence. Et le non-lieu désigne l'espace où les relations sociales sont visibles, sont protégées, mais l'individu s'insère dans un tissu relationnel qui le protège. Ça, c'est dans le lieu. Par contre, dans le non-lieu, Badier dit que l'individu est anonyme et libre. Il est exposé au risque de la solitude. Quel est l'état de la question par rapport aux situations de migrants, de réfugiés et de déplacés? En 2021, Badier précise qu'il y a dans le monde entier 284 millions de migrants internationaux. Il y a 12 millions d'apatrides et il y a des millions de sans-papiers en errance dans le monde. Mais Saliou Diouf, sénégalais, qui fait la promotion de la lutte contre l'immigration clandestine pour les 20 ans d'anniversaire de la mise migratoire
des côtes de l'Afrique de l'Ouest, pour lui, il ne faut pas parler en termes de chiffres, parce que derrière chaque disparition, c'est une personne humaine avec sa dignité et qu'il faut respecter. Il existe plusieurs camps de réfugiés, de déplacés, de migrants partout dans le monde. Nous pensons aux Rohingyas qui s'installent au Bangladesh, chassés manuellement de Myanmar, Birmanie, par la junte. C'est la minorité musulmane. Nous parlons des réfugiés somaliens au Kenya, des réfugiés palestiniens, des réfugiés ukrainiens, soudanais, des déplacés de l'Est, la SDA, les personnes en itinérance autour des bassins du Grand Lac, du lac Tchad et du Sahel. Le drame des espaces de transit, quand ce monde part en aventure pour la survie ou dans la recherche d'une vie meilleure, il y a le rêve de départ et il y a la réalité à l'arrivée pour les survivants. Et il y a l'incontournable espace de transit ou de pays de transit. Il y a des groupes armés qui tirent profit du passage des migrants sur un territoire donné. Nous ne voulons pas nommer un pays. Des étrangers et vulnérables, ces migrants sont victimes de l'esclavage, du droit de sol, de l'enfermement, de la prostitution, du viol collectif, de l'arnaque et du trafic d'organes. Il y a des interventions au niveau des humanitaires, mais une équipe parlera de ça dans l'après-midi. Les journées internationales lancées par les instances de l'ONU alertent depuis 1994 sur la nécessité de faire quelque chose, parce qu'il y a une complexification de cette histoire des migrants. La célébration des journées internationales de par le monde entier constitue une interpellation, on dirait, symbolique dans les régions qui produisent le plus de migrants, de réfugiés et d'enfants soldats ou de personnes vivant avec des troubles mentaux. Le 20 juin, journée des réfugiés. Le 28 septembre, journée mondiale du migrant et du réfugié. Le 10 octobre, journée de la santé mentale. Le 18 décembre, journée des migrants, etc., etc. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la solitude et la vulnérabilité de ce monde en mouvement? Les conditions de vie des réfugiés, des déplacés et des migrants les prédisposent à souffrir de la solitude et à développer des troubles comportementaux. Il y a quelques théories. Nous prenons la théorie de lien de Boris Cyrulnik. Pour lui, les liens naturels unissent les membres d'une famille. Et notre biologie, notre histoire affecte notre manière d'être au monde. Pour lui, le primate privé d'affection cesse de se développer. Ça vieillit et puis ça meurt. L'absence de lien compromet le développement de l'enfant. L'absence d'attachement sécure provoque une carence affective pouvant perturber le développement biologique et psychique. Les enfants sans famille, les enfants abandonnés, éprouvent de la difficulté à intégrer des structures affectives, familiales et sociales. Un enfant abandonné s'identifie à une poubelle. Je ne vaux rien, je ne suis rien. C'est mon histoire, c'est comme ça, ça ne va pas changer. Durant des conflits armés, la population civile est contrainte d'abandonner maisons, quartiers, villes, villages, régions pour un temps indéterminé. Le lien affectif, émotionnel et spirituel avec le puits, avec la maison, avec le tombeau familial est coupé de force, créant ainsi un vide existentiel sans explication rationnelle. La migration subie fragilise et déstabilise les structures familiales traditionnelles. Il y a une fille mineure qui a fui les événements et qui est partie à l'étranger et qui a posté sur sa page « Si tu ne sais pas où tu vas, sais au moins d'où tu viens ». Une partie de la symptomatologie psychique se décrit comme une défaillance du lien social, une difficulté à le nouer, le maintenir ou à rester, sinon dans les formes souvent non acceptées socialement. Ça, c'est Doucet qui dit cela. Maintenant, le traumatisme développemental de Van Derk. Pour Van Derk, les expériences douloureuses de l'enfance affectent notre santé mentale. L'avancée spectaculaire des neurosciences permet de localiser le lieu et la source de nos émotions dans le cerveau. Il y a une partie du cerveau émotionnel et puis le cerveau rationnel.
Les connexions neuronales du cerveau et du corps sont essentielles dans la compréhension des souffrances humaines. Il y a en chaque être humain le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Le cerveau étant l'organe culturel façonné par l'expérience. Ce qui veut dire que les expériences douloureuses, le trauma, la négligence, tout cela s'imprime dans le cerveau émotionnel au niveau de la mémoire traumatique. En effet, le corps n'oublie rien, car il est le porte-parole de la souffrance psychique. Pendant les événements dans mon pays, quand les groupes armés, les rebelles ont assiégé la ville de Bangui, au niveau de Sassara, PK-12, quand ils ont détruit la sécurité, et il y a un enfant de 4 ans qui a essayé de protéger sa maman. Parce qu'ils sont arrivés les hommes armés et ils ont défoncé la porte. On sait que ça y est. Et cet enfant de 4 ans s'est mis devant les hommes armés avec leurs fusils, mais pour protéger son père, mais c'est devant lui, ils ont abattu le papa. 3 ans après, la famille est partie en exil, les réfugiés dans un pays en Afrique de l'Ouest. 3 ans après, à l'âge de 7 ans, chaque fois que cet enfant voit un porteur de tenue, il demande à sa maman, « Maman, est-ce que je peux aller retirer l'arme ?» Et chaque fois que l'enfant dit cela, ça creuse encore davantage la souffrance de la mère. Et la maman qui dit, « Mais qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant ?» Mais cela décrit, voilà, le déploiement du traumatisme de guerre. Et ça va loin. Et pour cet enfant, voilà comment cela s'est imprimé en lui. Et ça c'est devenu de la phobie pour les hommes en uniforme. Le regard détruit. Le regard de l'autre peut affecter mon estime. On est et on se développe et on s'appuie sur une société sous le regard d'autrui. On évolue au sein d'un environnement qui peut nous être favorable ou bien défavorable. Le regard d'autrui peut être rassurant, réconfortant et encourageant dans le renforcement de l'estime de soi. Tout comme le regard d'autrui peut être destructeur à tout point de vue. Le migrant qui marche dans la rue, dans les grandes villes du monde, il fuit les regards inquisiteurs parce que derrière chaque regard, il voit le visage d'un juge, d'un policier, d'un gendarme. Et pour maintenir son espace, il préfère garder les yeux rivés sur son écran de téléphone pour traverser là où il y a tous les regards sur lui. Il a l'impression que tous les regards le surveillent, le soupçonnent, et il n'a pas le droit d'être là. Et cette forme de regard affecte l'estime de soi chez le migrant. L'échec dans la construction de l'estime de soi provoque des troubles psychiques. Dans les zones de conflit sur le continent, le corps supposé être un outil de l'engagement social est transformé en terrain de bataille. Ça, c'est Denis Mukwege qui dit ça dans l'expérience à l'est du Congo. Le manque d'estime de soi fragilise la structure de la famille et ça peut faire naître les pathologies de l'anxiété, la dépression, l'échec scolaire, l'abus et le fait de plonger dans la dépendance à l'alcool et autres SPA. Le traumatisme psychique de François-Louis Bigot, pour lui, il s'agit de perturbations, d'un ensemble de perturbations liées à un fait traumatique. Le traumatisme psychique a des caractéristiques spécifiques qui sont la confrontation avec le réel de la mort, l'effroi, la soudaineté, la perception et la sensation. Et il y a effraction traumatique quand une image de l'extérieur vient s'incruster dans l'appareil psychique d'une personne après un événement douloureux, comme une catastrophe naturelle, un attentat, l'assassinat et autres incidents. Ce corps étranger va perturber le fonctionnement de l'appareil psychique de l'intérieur. Et il peut demeurer toujours dans le silence, dans l'inconscient, mais il peut de temps en temps ressurgir à la surface dans la mémoire. Et c'est ce qui est vécu de 3 manières différentes, selon François-Louis Bigot. Pour lui, on fait l'expérience du trauma quand on est soi-même victime, quand on est exposé à l'abominable. C'est le cas de tous ceux qui interviennent, les humanitaires, les sapeurs-pompiers, les policiers, les premiers témoins, voilà. Et quand on est conscient, quand on a la cognition de quelque chose de traumatique qui est arrivé, et ça affecte également les migrants. Quand tu es à l'extérieur de ton pays et que tu vois à la télé ta ville
subir un bombardement, ou quand tu vois qu'on égorge des gens dans ton village, le traumatisme t'affecte là où tu es. Tu peux être dans le cœur de Paris, entre les camemberts et puis le bon vin, mais ce que tu vois à la télé par rapport à ce qui se passe dans ton pays, ça t'affecte et puis tu es traumatisé et ça t'affecte dans ton fonctionnement et dans ton mental également. Il s'agit là de transfert de traumatisme pour les migrants et les réfugiés. Autre chose, et c'est surtout les jeunes, c'est le syndrome de Barbelé. Et c'est Victor Frankl, le logothérapeute, qui en parle beaucoup après son expérience de camp de concentration. Pour lui, cette forme de souffrance affecte le plus souvent les prisonniers et puis les migrants. Une personne, en effet, privée de liberté devient imprévisible dans ses réactions. Elle sait qu'elle n'a plus rien à perdre et que ses chances de survie sont restreintes. Dans ce cas, elle tolère tout, l'humiliation, la faim, la honte. Une telle personne fait l'expérience de syndrome de Barbelé. Il s'agit de l'état de choc psychologique, du stade de l'indifférence et de l'insensibilité aux émotions. En bref, il est normal de réagir anormalement face à une situation anormale comme mode opératoire. Et c'est le prétexte qu'on met en avant dans tout cas de passage à l'acte chez des criminels. Partout, on a l'impression de vivre dans une prison ouverte ou fermée. Les familles sont disloquées, la rue prend le contrôle de l'éducation. Pour le penseur tunisien Talbi Mohamed, quand les stylos se brisent, il ne reste plus que les couteaux. Les possibilités de choix sont peu nombreuses. Le silence, la prison ou le maquis. Dans tout état des choses, la victime, c'est la pensée. Les jeunes désœuvrés et désespérés qui se droguent constituent une main-d'œuvre abondante pour l'instrumentalisation, le radicalisme et la rébellion armée. On les appelle des risqueurs, car pour eux, prendre le risque ne constitue aucun risque. Pour toute leur vie, ils sont déjà dans le risque. Ils sont des grands consommateurs de substances psychoactives. Et il y a un proverbe ivoirien qui dit « Cabri-mort n'a pas peur de couteau ». Et cela exprime le drame qui affecte une bonne partie de la jeunesse qui est emballée dans cet imaginaire migratoire. Pour ces Sénégalais qui prennent une pirogue pour aller traverser les îles Canaries pour atteindre l'Espagne et qui crient scandale « Barça ou Barça », ça veut dire on arrive à Barcelone ou bien on meurt, peu importe. Voilà un peu le drame de cette grande souffrance. La condition de vie de famille sur le site des déplacés est à la fois déshumanisante et traumatique. Les valeurs innées de l'institution familiale s'ébranlent avec le temps. La promiscuité et le sentiment de vivre dans une prison ouverte affectent la santé mentale de la cohorte. Dans tous ces milieux, la vie appartient aux violents et c'est l'école de la violence. Et nous voyons cela un peu dans le film de Freedom Writer, Écrire pour exister. La migration est devenue un concept dynamique qui se complexifie de jour en jour. Elle est difficile à quantifier, à catégoriser. Elle est perméable et multidimensionnelle. Quelques leçons. Qu'est-ce que nous retenons avec Badier et Vidal dans le livre qu'ils ont écrit en 2024, Le monde ne sera plus comme avant. Les leçons, c'est qu'avec la mondialisation, on est passé de l'assurance identitaire à l'insécurisation identitaire, et c'est un dilemme. Avec les réseaux transnationaux, il y a une nouvelle expression de la citoyenneté qui dépasse le cadre de la nation. Les communautés, le monde Haoussa, le monde Yoruba, etc., etc. On assiste à une réinvention du monde qui défie les vieux schémas plus qu'elle ne les confirme. Les pandémies, la cybercriminalité, le dérèglement climatique et l'inégale répartition planétaire des avoirs, des savoirs et des pouvoirs ne connaissent pas de frontières, ni de relèvement par un bon vouloir de quelques-uns, ni de Donald Trump. L'interdépendance structurelle est une évidence. Le vivre ensemble est une approche rationnelle de la migration. Et les dynamiques sociétales intenses sont niées, ignorées et gérées sur un mode inadapté aujourd'hui. Le vieux monde se meurt, le monde nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Ça, c'est une citation de Antonio Gramsci. Depuis sa prison en 1929,
Le retrait américain de plusieurs organismes onusiens impliqués directement ou indirectement dans des approches de gestion de la crise migratoire internationale complexifie la situation sur le plan mondial. Arrêt de gratuité de soins, arrêt de beaucoup d'autres choses. Et dans les hôpitaux, on voit déjà cela au niveau africain. Avant, la prison était un bâtiment fortifié là où on isolait les hors-la-loi. Mais aujourd'hui, on se rend compte, au cœur de la mondialisation, qu'on édifie maintenant des forteresses qui sont des prisons pour se protéger de ceux qu'on ne veut pas autour de nous. Voilà le paradoxe. On se barricade derrière des murs de l'exclusion. Au terme de notre réflexion, nous pensons que derrière chaque demande d'asile, derrière le phénomène de migration vers des pays développés, existe un réel itinéraire de situations complexes durant le processus. Partir ailleurs paraît une alternative à l'isolement et à la vulnérabilité existentielle chronique sur le continent africain. Ceux qui arrivent à destination s'estiment heureux, tandis que beaucoup d'autres sont réduits au silence au fond de la mer ou dans le désert. Dans le pays d'accueil, le regard porté sur les immigrés transmet un double langage. L'immigré doit prouver sa bonne foi durant toute sa vie. Dans les grandes villes, on se croise sans se rencontrer. Une personne sur 5 que l'on croise, selon moi, dans les grandes villes, s'identifie à l'une des catégories que nous avons essayé de décrire. Peut-être à la sortie même de notre conférence, juste à la porte centrale, nous allons croiser des regards et des regards qui nous inquiètent, qui nous intriguent. Mais ici, ce jour, on s'est rencontrés. La nature où l'espace prend la forme de mon regard. Hubert Reeves, astrophysicien. En abordant cette thématique, le CCA ose mettre sur la table des aspects saillants de certaines formes de souffrance humaine à travers les regards croisés pour le bien de l'homme dans sa dignité. Nous pensons que le CCA donne la voix, peut-être symboliquement, aux sans-voix. Et c'est une initiative que le monde entier doit embrasser. Pour finir, je voudrais appeler 15 volontaires. Levez-vous, venez ici. Je vais vous faire vivre quelque chose. 15 personnes rapidement, et puis on va faire une chaîne pour symboliser tout ce qu'on a eu à voir jusqu'à maintenant. 15 personnes. Je commence par là. Merci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intéressant. Professeur? Oui. Ça ne fait pas 15. C'est pas un problème. 3 personnes maintenant, non volontaires. Je peux désigner 3 personnes non volontaires rapidement. Pascal, ma petite sœur là-bas au fond, et puis Régine. Venez. Comme je vous ai désigné, vous allez vous mettre derrière les volontaires. Ça me va très très bien. Tu crois que je vais te cacher? Et j'ai pris le soin de demander, dans votre culture, dans vos cultures, c'est une bonne chose quand on est en face de quelqu'un qui te fait comme ça, c'est une bonne chose dans votre culture? Oui, oui. C'est bon? Oui. Ok. Essayez les gens, tous ceux-là, les volontaires là. C'est une bonne chose. Ok. Si c'est une bonne chose pour toi, je te demande de transmettre à ton voisin. Professeur, transmets. Non, vous allez transmettre. Voilà, comme ça. Et Thierry, tu vas accepter la transmission du professeur. Tu attrapes ici. Et tu vas transmettre. Non. Voilà. Voilà. Et puis on avance doucement. On avance doucement. On avance doucement. Vous allez à la fin. Venez. Vous venez à la fin. Non, vous venez à la fin. Venez vous. Parce que ça va briser. Voilà. À la fin. Voilà. 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 Bon, ça va être compliqué avec... Mais je fais l'autre main. Ça va... Non, ça va... Bon, et je fais comme ça. Oui. Voilà. Bon. Vous allez essayer de... Voilà, nous là. Vous montez, ici, voilà. Et c'est pas fini. Il faut descendre là. Il manque 3 espaces. Pascal,
Vous, voilà, venez. Voilà, cette chaîne-là, c'est le monde, c'est notre monde. C'est les liens. Et on est en sécurité quand on est ensemble. Mais il manque 3 catégories. Migrants, réfugiés, et toi, tu choisis quoi, le 3e? Oui, exilé. 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 Voilà. Donc les 3 là, venez par ici. Ce que notre conférence essaie de faire, c'est d'insérer ces 3 migrants, réfugiés, déplacés, externes, déplacés, internes, pour les intégrer à ça. Mais ce n'est pas encore réalisé et c'est l'objectif que nous comptons atteindre un jour pour un monde meilleur. Je vous remercie.